Dans cette nouvelle capsule vidéo concernant les méthodes d'identification d'un micro-organisme. Donc lorsque vous avez un micro-organisme dans un échantillon, que ce soit un échantillon alimentaire, médical, pharmaceutique ou cosmétique, vous allez essayer de savoir de quel micro-organisme il s'agit. Alors ce micro-organisme, il peut être seul ou accompagné, et donc on va voir comment on fait dans les deux cas, lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est d'autres micro-organismes. Alors, dans cette première partie de cette capsule, je vais un petit peu rappeler la démarche d'orientation bactérienne qui était présente dans la précédente capsule sur la découverte du monde microbien. Alors, lorsque on a un échantillon qui est présenté sur une gélose nutritive, donc un milieu nutritif solide, cet échantillon va former ce qu'on appelle des colonies. Pardon. Ces colonies, donc ça avait été décrit dans la précédente capsule sur le monde microbien, ces colonies sont formées d'un amas de plusieurs milliers, milliards, millions de bactéries. Et donc ces colonies peuvent avoir des morphologies différentes et l'étude de ces morphologies nous permet déjà d'avoir des premiers indices. En fait, quand on veut identifier un micro-organisme, eh bien, on va un peu mener une enquête policière. On va essayer donc de glaner par différents moyens des indices qui nous permettent de commencer à avoir un premier suspect et ensuite d'aller confirmer que ce suspect est bien le bon. Donc, au niveau des colonies, ce qui va nous permettre d'avoir des indications, ça va être 6 critères. La forme, l'aspect, la couleur, la consistance, l'opacité et la taille. Ce qu'on appelle en moyen mnémotechnique la facote. Donc, lorsque l'on va faire cette observation macroscopique, ça va nous donner une première indication sur le type de micro-organisme auquel on a affaire. Alors, si on veut aller plus loin, parce qu'il faut de toute façon aller plus loin, là ce ne sont que de premiers indices. Si on veut aller plus loin, on va observer l'aspect des bactéries qui constituent ces colonies au microscope. Donc ces bactéries, on va les observer d'abord à l'état frais. Alors l'état frais, on avait vu ça dans la précédente capsule, cet état frais en fait est une observation d'un échantillon microbien qui a été réalisé en milieu liquide et dont on va mettre une goutte entre lame et lamelle. On va observer au microscope à l'objectif x40 avec une luminosité qui va être moyenne, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser la lumière du microscope au maximum, on va jouer avec le condenseur et le diaphragme pour augmenter le contraste et pouvoir voir donc nos bactéries qui vont apparaître donc légèrement plus grisées sur un fond blanc. Alors, sur cet état frais, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir si nos bactéries bougent, déjà, puisqu'elles sont vivantes. On peut voir leur forme, on peut voir également leur mode de groupement, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, est-ce qu'elles sont isolées ou est-ce qu'elles se regroupent entre elles en formant des figures caractéristiques. On va également compléter cette observation microscopique qui n'est pas suffisante par une observation microscopique après réalisation d'un frottis et coloration par méthode de Gram. Alors ici, les bactéries ne sont plus vivantes puisque le frottis, on doit le fixer pour qu'il tienne pendant la coloration. Donc on va fixer à la chaleur et qui dit chaleur dit mort des bactéries évidemment. Donc vos bactéries ici ne bougeront plus, ce qui est tout à fait normal. Par contre, on va pouvoir voir effectivement à nouveau leur morphologie, donc leur taille, leur forme et également leur mode de groupement qui sera peut-être plus facilement visible avec cette technique microscopique qu'à l'état frais. La coloration de Gram, si vous vous souvenez dans la précédente capsule sur le monde microbien, on avait vu que les bactéries pouvaient posséder deux types de parois. Donc on a une paroi très épaisse
constitué d'un réseau très dense qui s'appelle le peptidoglycane et qui va donc piéger un colorant qui est le violet de gentiane, et donc du coup les bactéries apparaîtront violettes après les différentes étapes de coloration, et donc elles seront dites gram positives. On va avoir d'autres bactéries qui vont avoir une paroi organisée totalement différemment, avec toujours ce même réseau assez dense qui est le peptidoglycane, mais beaucoup plus fin, et une deuxième membrane. En fait, vous avez deux membranes, une à l'extérieur qui est la membrane externe, une à l'intérieur qui est la membrane interne, et entre les deux, pris en sandwich, vous avez ce fameux peptidoglycane. Et la constitution de cette paroi va laisser plus facilement sortir le violet de gentiane lorsqu'on va décolorer les bactéries à l'alcool. Et donc, pour voir ces bactéries, on va rajouter un colorant qui est alors soit la safranine, soit la fuchsine, qui est un colorant rose et qui va donc nous permettre de voir les bactéries, même si elles ont laissé échapper le violet de gentiane. Donc, ces bactéries qui apparaissent roses, qui ont donc un peptidoglycane beaucoup plus fin que les bactéries gram positives, seront dites des bactéries gram négatives. Alors, ça va nous permettre déjà d'affiner un peu notre orientation. Et on va continuer la démarche en se disant, voilà, soit j'ai des bactéries roses, soit j'ai des bactéries violettes. Si j'ai des bactéries roses, je vais aller rechercher une enzyme qui permet à la bactérie de rendre moins toxiques les produits d'utilisation du dioxygène qu'elle a dans son environnement, qui est l'oxydase. Je vais aller rechercher cette enzyme et je vais aller regarder si la bactérie la possède ou pas. Ce qui va également me permettre d'affiner mon orientation et donc encore de gagner de nouveaux indices. Si maintenant ma bactérie apparaît violette gram positive, ça n'est plus l'oxydase que je vais aller rechercher, c'est la catalase, qui est également une enzyme permettant à la bactérie de rendre moins toxiques les produits d'utilisation du dioxygène, et donc auquel cas je vais aller regarder si cette bactérie possède ou non cette enzyme, et là encore ça va me permettre d'obtenir encore plus d'indices pour affiner mon orientation. Au stade où j'en suis, je vais donc avoir des indices sur la morphologie macroscopique, donc visible à l'œil nu, des colonies qui auront poussé sur milieu nutritif solide. Je vais avoir des informations sur la morphologie des bactéries en elles-mêmes visibles au microscope et également sur leur mobilité, est-ce qu'elles peuvent ou pas bouger. Je vais également avoir des indications sur le type de paroi qu'elle possède avec la coloration de gram, violette ou rose. Je vais avoir également des informations sur la présence ou l'absence soit d'une oxydase pour les bactéries gram négatives apparaissant rose après coloration de gram, soit de la catalase pour les bactéries gram positives apparaissant violette après recherche de la catalase. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller rechercher le type respiratoire. Je fais ça sur une gélose présentée dans un tube fin, et donc la gélose s'appelle la gélose viande-foie. Le tube fin va permettre de créer tout au long de l'épaisseur de la gélose des zones en présence de dioxygène et des zones dépourvues de dioxygène. Donc les zones en présence de dioxygène sont appelées des zones en aérobiose, les zones en absence de dioxygène sont appelées des zones en anaérobiose. Et donc, la recherche de ce type respiratoire avec cette gélose va continuer à me donner des informations. Si effectivement j'ai fait toutes ces étapes, eh bien je vais pouvoir à la fin poser un premier diagnostic, ce qu'on appelle une première orientation. Je vais regarder par exemple, après incubation de cette gélose, je vais regarder si mes bactéries se développent plutôt à la surface, donc elles sont aérobies strictes, légèrement en dessous de la surface, micro-aérophiles, complètement au fond de la gélose en absence de dioxygène, donc si elles sont anaérobies strictes, si elles ne supportent pas la présence de dioxygène dans leur milieu pour se développer. Et puis, je vais regarder si par hasard mes bactéries ne sont pas dans un cas intermédiaire. Donc là, il y en a deux. Il y a le cas des bactéries qui, a priori, préfèrent le dioxygène, mais qui peuvent quand même se satisfaire de zones où il n'y a pas de dioxygène pour se développer. Ces bactéries vont donc se développer sur toute la hauteur de la gélose, en aérobie comme en anaérobie, et vont donc être ce qu'on appelle aérobie, anaérobie facultative.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bactéries vont plutôt préférer la présence de dioxygène, donc aérobie, ça c'est forcé. Mais si elles ne peuvent pas faire autrement, elles pourront se contenter d'absence de dioxygène dans leur milieu pour se développer. Donc elles seront anaérobies facultatives si vraiment on ne peut pas faire autrement. Le deuxième type de solution intermédiaire, de possibilité intermédiaire, ce sont des bactéries qui vont plutôt préférer l'absence de dioxygène pour se développer, mais s'il y a un petit peu de dioxygène dans leur milieu, elles diront pas non, elles pourront se développer quand même si c'est moins efficace, mais on aura quand même des colonies qui apparaîtront un peu plus en haut du tube, donc plus vers la surface de la gélose. Et donc, ces bactéries seront dites anaérobies aérotolérantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles préfèrent nettement ne pas avoir de dioxygène dans leur milieu, mais si elles en ont, eh bien, elles vont faire avec et elles vont quand même essayer de se développer. Donc, elles vont tolérer la présence de dioxygène. Alors attention, tout cela n'est valable, surtout les deux derniers tests, l'enzyme respiratoire et le type respiratoire, ne sont valables que si vous avez un échantillon qui ne possède qu'un seul type de bactéries, ce qu'on appelle un échantillon pur. Si vous n'avez pas d'échantillon pur, le résultat de l'enzyme respiratoire et du type respiratoire vont être faussés puisque les bactéries vont interférer entre elles et vos résultats en fait ne pourront pas être interprétables puisque vous ne saurez pas quel est le type de bactérie qui par exemple possède une oxydase ou une catalase, lequel n'en possède pas, lequel pousse en aérobie, lequel pousse en anaérobie. Donc, il est très important que ces deux derniers tests, l'enzyme respiratoire et le type respiratoire, soient faits impérativement sur des échantillons ne contenant qu'un seul type de bactéries, donc des échantillons purs. Si ça n'est pas le cas, eh bien, on va essayer de séparer les différents types de colonies, les différents types de bactéries, les uns des autres, en ensemençant donc déjà des milieux non sélectifs qui vont nous permettre de confirmer qu'on a bien un échantillon qui n'est pas pur, et en ensemençant parallèlement des milieux de culture sélectifs qui nous permettront un petit peu donc du coup de séparer les bactéries les unes des autres. Et donc de pouvoir avoir à terme des échantillons qui sont purs, c'est-à-dire constitués d'un seul type de bactéries. Alors si l'ensemencement en milieu non sélectif confirme que l'échantillon de départ est bien pur, eh bien on peut continuer et à ce moment-là, on va ensemencer une galerie d'identification et où, c'est-à-dire qu'on peut faire l'un ou l'autre ou les deux, on peut compléter avec d'autres techniques d'identification en fonction des besoins. Alors, les géloses non sélectives, il y en a deux sortes. La gélose ordinaire, dite GO, et la gélose strepticase soja, dite GTS. On est obligé de demander à ensemencer ce type de gélose quand on fait une démarche d'orientation et d'identification. Encore une fois, vous pouvez tout à fait penser au début de votre démarche avoir un échantillon pur, c'est-à-dire constitué d'un seul type de bactéries, et lorsque vous le mettez à incuber à nouveau, à se développer à nouveau sur une gélose non sélective, oh surprise, vous vous retrouvez avec un petit contaminant au milieu de l'échantillon que vous pensiez pur. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas continuer la démarche. Donc c'est très important de valider la pureté de votre échantillon, le fait qu'il ne soit constitué que d'un seul type de bactéries pour pouvoir continuer la démarche. Sinon, votre démarche sera faussée, vous n'aurez pas de résultat satisfaisant. Alors, comment est-ce que je peux savoir que ma souche bactérienne est pure? Si je regarde ici un isolement qui est fait sur un milieu non sélectif, je vais regarder au niveau des colonies qui sont bien séparées, c'est-à-dire isolées l'une de l'autre, ce qui est le travail d'un isolement. Et je vais regarder ici si j'ai plusieurs sortes de colonies, c'est-à-dire que est-ce que j'ai des colonies qui diffèrent par la taille, l'aspect, la couleur, etc. Ici, visiblement, toutes mes colonies se ressemblent, donc on peut penser que mon échantillon est bien pur et que je n'ai donc qu'un seul type de bactéries. Par contre ici, quand je regarde, j'ai ce premier type de colonie au-dessus de mon pointeur
qui est assez gros. Et puis, j'ai ce deuxième type de colonie au-dessus de mon pointeur, toujours, qui cette fois-ci est beaucoup plus petit. Donc, ce type de colonie montre bien qu'il y a une contamination de mon échantillon et que les colonies qui sont grosses, que j'avais au départ, ne sont pas toutes seules et qu'il va donc falloir séparer les grosses colonies des plus petites. Donc là, en l'occurrence, il faudra certainement utiliser des milieux sélectifs pour séparer les bactéries les unes des autres. Et c'est en ça qu'il est très important de réaliser un isolement où les colonies sont le plus isolées possible. Pourquoi? Parce que justement, ça nous permet déjà de bien distinguer les différents types de colonies les uns des autres et ensuite de pouvoir bien séparer lorsqu'on va prélever et ne prélever qu'un seul type de colonie l'un après l'autre et pas les deux en même temps. On est d'accord que si on prélève dans cette zone-là, eh bien on ne saura pas quel type de colonie on prélève. Les colonies sont trop tassées les unes des autres, sur les autres, pardon, et on ne peut donc pas savoir quand on va prélever ici des colonies si on prélève bien un seul type ou si on prélève les deux en même temps. Donc le but d'un isolement ici, si vous regardez bien, eh bien c'est d'épuiser au maximum l'échantillon au début avec des stries très serrées et ensuite, eh bien normalement, sur les zones qui restent ici, vous aurez de moins en moins d'échantillons sur votre instrument d'ensemencement et vous aurez donc, a priori, plus de chances de retrouver des colonies isolées l'une de l'autre. Alors, si on doit séparer des colonies l'une de l'autre parce qu'on a plusieurs types de colonies dans l'échantillon. On va utiliser des milieux de culture sélectifs et on va voir que chaque milieu de culture sélectif a ses particularités. Et donc, pour chaque culture sélective, on a une notice technique qui est ici. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'un milieu bilesculine azide qui permet de sélectionner des bactéries qui sont du genre streptocoque, streptocoque de groupe D ou entérocoque. Alors, il y a plusieurs rubriques dans cette fiche technique. On a la rubrique application. Alors, j'ai détaillé les plus importantes. Je n'ai pas détaillé la rubrique composition. Ça peut être aussi un exercice qui peut être donné aux étudiants de BTS sur les différents types de milieux de culture, sélectifs ou non sélectifs, pour justement essayer de comprendre les rôles des différents constituants du milieu et savoir ce que ça apporte aux bactéries et ce que ça apporte aussi aux biologistes qui analysent le résultat au final. Qu'est-ce qui va permettre dans ce milieu de culture d'interpréter les résultats et d'aller s'orienter vers tel ou tel type de bactéries. Alors au niveau de ce milieu sélectif, par exemple, la rubrique application peut déjà donner quelques indications. On vous dit que cette gélose bilesculine azide est un milieu d'isolement et de différenciation des streptocoques du groupe D de l'Ansfid. Première information que j'ai ici, c'est-à-dire le type de bactérie qui peut être sélectionné sur ce type de gélose. Ce qui n'est quand même pas une petite information, c'est très important de savoir quel milieu prendre et donc c'est important aussi de savoir quel type de bactéries on peut avoir. D'où l'importance de faire la première orientation dont on a parlé tout à l'heure. Le principe ici de ce milieu de culture, eh bien, ça va vous expliquer comment on l'utilise et comment il agit sur les bactéries pour n'en sélectionner qu'un seul type. Et ça peut également parfois donner des premiers éléments d'interprétation sur ce milieu. Alors, on vous dit ici que ce milieu est sélectif par la présence d'azotures de sodium qui inhibe les bactéries à gram négatif. Donc ça déjà, c'est un premier élément. On n'aura jamais de bactéries gram négatif sur ce milieu puisqu'il y a un composé qui empêche leur développement. Il y a également de la bile de bœuf qui inhibe également la plupart des bactéries à gram positif. Attention, à l'exception des streptocoques du groupe D, ça tombe bien puisque ce sont ceux-là que l'on veut sélectionner. Comment reconnaître ces streptocoques du groupe D, d'autres colonies qui pourraient potentiellement y pousser? Alors par exemple, vous avez des colonies de bactéries du genre Listeria, qu'on peut retrouver dans le lait, qui peuvent pousser sur ce milieu et donner des petites colonies qui peuvent ressembler à celles du streptocoque de groupe D. Alors, comment est-ce que je peux du coup différencier
ces colonies? Eh bien, tout simplement en regardant leur capacité à hydrolyser, donc dégrader un autre composé qui est dans le milieu, qui est l'esculine. Cette hydrolyse, on vous dit qu'elle induit la production d'un composé qui se combine avec des ions fer. Ce qui est surtout important à retenir ici, c'est que vous allez obtenir à la fin un composé de couleur noire qui se diffuse dans le milieu. Donc, si vous avez des colonies qui dégagent un composé noir dans le milieu, il y a de grandes chances que vous ayez des streptocoques du groupe D. Attention, je dis bien il y a de grandes chances. Ça reste une orientation. Souvent, les étudiants ont tendance à se jeter sur cette rubrique performance, contrôle, qualité du test. Et pourquoi? Parce qu'ils voient des noms d'espèces et ils voient les résultats de la culture. Ils se disent, mais c'est magnifique, je vais pouvoir savoir tout de suite ce que j'ai comme bactérie. Oui et non. Je profite de cette petite capsule pour vous dire que cette rubrique est une sorte de garantie pour le fournisseur du milieu, comme quoi son milieu fonctionne bien. Ça n'est pas forcément une rubrique qui vous permet d'identifier à coup sûr vos bactéries. Alors, vous allez avoir en fait ici un test de performance qui permet de dire, voilà, sur mon milieu, j'ai essayé de faire pousser ces 5 types de colonies, ces 5 espèces bactériennes, et voilà ce que j'ai trouvé. En gros, si vous trouvez ça, vous pouvez en déduire que vous avez l'une des 5 types, 5 espèces de bactéries. Alors, la petite différence ici, le petit problème ici, c'est que vous voyez bien que par exemple, vous avez 2 espèces d'Enterococcus qui vont donner la même chose. Donc, on ne peut pas s'arrêter à ça et il faut de toute façon aller plus loin. Donc, c'est bien ici ce qui est marqué, ça aide à l'interprétation, ça ne garantit pas à 100% l'identification de l'espèce qui a cultivé sur le milieu. Donc, attention à cette rubrique qui a tendance à être prise pour un résultat ferme et définitif par les étudiants. Alors, autre rubrique très importante, la rubrique incubation, qui, comme son nom l'indique, permet de savoir combien de temps je laisse développer mes bactéries et à quelle température, puisque si je les incube à température trop froide, elles ne vont pas se développer rapidement, et si je les incube à température trop chaude, elles vont mourir. Donc c'est très important de lire cette rubrique. De même, la rubrique lecture, qui va confirmer un petit peu ce qui était dit dans les rubriques applications et principes, à savoir qu'ici, je vais avoir des petites colonies translucides entourées d'un halo noir, qu'on appelle donc colonie esculine positive. Donc ça va m'aider à interpréter l'aspect de mes colonies obtenues après culture. Attention, on reste bien sur de la suspicion très avancée, mais on est toujours sur la suspicion. En gros, si je résume, si je dois utiliser des milieux sélectifs, c'est parce qu'à un moment donné, dans mon échantillon, j'ai plusieurs types de bactéries. Donc, il va falloir que je les différencie. Pour ça, je vais utiliser un milieu de culture sélectif qui ne permettra la culture que de certaines catégories de bactéries que je recherche. Ça veut donc dire qu'avant de choisir mon milieu sélectif, je ne vais pas choisir comme ça au petit bonheur la chance, je vais déjà essayer d'avoir des indices sur les différents types de colonies que j'ai dans mon échantillon pour pouvoir essayer d'aller chercher le milieu qui correspond le plus. On verra un peu plus tard les différents milieux qui correspondent aux bactéries que l'on peut étudier, notamment BTS Bioqualité première année. Alors, les résultats obtenus sur un milieu de culture sélectif vont, à nouveau, je le répète, uniquement permettre d'affiner une démarche d'orientation. Mais attention, on reste au niveau de la suspicion, même très grande. On est toujours sur de la suspicion vers tel ou tel type de germe, donc de bactéries, mais on ne va pas aller jusqu'à l'identification formelle. Si on veut identifier formellement un germe bactérien, aussi également une levure, ça peut être faisable aussi, eh bien on va utiliser une galerie d'identification. Par exemple, les plus anciennes, les plus historiques, si je puis dire, sont les galeries API. Alors, bien sûr, pour travailler sur ces galeries d'identification, avant, il faut s'assurer
que le micro-organisme que je vais chercher à identifier est déjà isolé et purifié. C'est-à-dire qu'il est bel et bien seul dans l'échantillon que je vais analyser. Encore une fois, il y aura des interférences entre les différents types de colonies pour les résultats que vous allez obtenir. Alors, une galerie API, en gros, c'est quoi? Et quelles sont celles qu'on utilise en laboratoire? Alors, c'est quoi une galerie API? Une galerie API, c'est une petite barrette de test qui se présente sous la forme de petits tubes allongés avec un petit rond au-dessus qui s'appelle une cupule. Et on va donc trouver dans ces différents tubes de test des composés que l'on